Une jeune femme est retournée à son appartement, a franchi le seuil et a semblé disparaître comme par magie. Les enquêteurs qui ont pris en charge cette affaire énigmatique ont rapidement découvert une série de circonstances inquiétantes. Malgré toutes les difficultés, ils ont réussi à découvrir la vérité, ce qui a profondément choqué le public qui suivait attentivement le déroulement des événements. Dans la petite ville de Warren, dans l'État de l'Ohio, Rachel Anderson a vu le jour le 28 janvier 1994. En tant qu'aînée de la famille, elle a toujours pris soin de son jeune frère et aidé ses parents à l'élever. Déjà au lycée, Rachel a choisi sa future profession et a opté pour la voie d'organisatrice d'événements de grande importance. Son empathie et son désir de soutenir les personnes dans les moments difficiles de la vie ont joué un rôle clé dans cette décision. Elle voyait sa vocation dans l'aide aux familles pour organiser des cérémonies importantes. Le temps de Rachel à l'école a été marqué par diverses activités. Elle s'est passionnée pour le football et le volleyball et a également été membre actif du groupe musical local. Après avoir obtenu son diplôme, Rachel s'est inscrite dans une université près de sa ville natale, puis a poursuivi ses études dans une école technique à Cincinnati. En 2017, après avoir terminé sa formation, elle a déménagé à Columbus, où elle a commencé un stage dans une entreprise spécialisée. Dès le début, Rachel a impressionné la direction par son professionnalisme. Il était prévu de lui offrir un poste permanent après son stage. Rachel elle-même était attirée par l'atmosphère de cet endroit et rêvait de lier sa carrière à long terme avec lui. Une jeune femme nommée Rachel avait récemment loué un appartement confortable dans une banlieue calme. Elle se réjouissait de terminer son stage et de son prochain anniversaire. Le 28 janvier 2018, elle allait avoir 24 ans. Son frère cadet, John, décida de la surprendre avec une fête surprise. Il s'arrangea avec un couple d'amis pour organiser la fête chez eux et invita quelques amis communs. John, qui vivait encore dans leur ville natale, arriva la veille de la fête pour visiter sa sœur et passa la nuit chez elle. Comme Rachel devait aller travailler, elle laissa sa clé à son frère. La seule copie de rechange était conservée chez une amie pour toute éventualité. Ainsi, Rachel ne pouvait entrer dans son appartement que si John lui ouvrait la porte. Pour réunir tout le groupe, ils décidèrent de fêter le 27 janvier, un jour avant le véritable anniversaire de Rachel. Après le travail, elle se rendit chez ses amis où ils célébrèrent longuement son 24e anniversaire. La fête dura tard dans la nuit. Rachel et son frère passèrent donc la nuit chez les amis. Le lendemain matin, ils retournèrent à leur appartement et peu après, John rentra chez lui. En arrivant dans sa ville, il réalisa avec horreur qu'il avait oublié de rendre la clé à sa sœur. John appela immédiatement Rachel et elle lui dit qu'elle irait chercher la clé de rechange chez son ami. Il s'avéra que la clé se trouvait chez le même couple avec lequel ils avaient fait la fête. Quand Rachel les contacta, elle apprit qu'ils étaient partis emmener des invités dans une ville voisine et ne reviendraient que le soir. Elle décida de récupérer la clé après le travail et se rendit à son poste. Vers 6h30, Rachel récupéra la clé, dit au revoir à ses amis et rentra chez elle. En chemin, elle parla avec sa mère au téléphone pendant environ 10 minutes. Le lendemain matin, Rachel devait aller travailler. Mais à la surprise de ses collègues, elle ne se présenta pas. Cela était extrêmement inhabituel, car la jeune femme accomplissait toujours ses tâches avec une grande responsabilité et enthousiasme. Pendant tout ce temps, elle n'était jamais arrivée en retard, et souvent, elle arrivait même plus tôt que nécessaire. Vers midi, le responsable inquiet décida d'envoyer un employé pour vérifier si Rachel allait bien. Étant donné la récente célébration de son anniversaire, la direction admit que la jeune femme aurait pu dormir plus longtemps, mais voulait tout de même s'en assurer. Le collègue frappa à la porte de l'appartement de Rachel pendant un moment, mais personne ne répondit. En voyant l'administrateur du complexe d'appartements,
Il lui demanda d'ouvrir la porte, mais celui-ci refusa et mentionna que la loi exige l'autorisation des résidents ou une ordonnance du tribunal. L'employé décida alors de regarder par la fenêtre du salon et remarqua quelque chose d'étrange. Il y avait une bougie allumée sur la table. Étant donné que personne ne répondait, cela semblait très suspect. Rachel aurait-elle vraiment pu laisser une bougie allumée et partir ? Le collègue inquiet décida d'appeler la police et peu après, un officier arriva sur les lieux. Un tournant inattendu s'est produit lorsque le gestionnaire de l'immeuble a informé que le contrat de location de l'appartement était au nom d'un homme et non de Rachel. Il s'est avéré qu'après son déménagement à Columbus, elle avait emménagé avec son petit ami, mais leur relation avait échoué. Cependant, les documents restaient à son nom. Et maintenant, son autorisation était nécessaire pour entrer dans l'appartement. Le gestionnaire de l'immeuble a contacté l'homme par le numéro de téléphone du contrat et celui-ci a donné son consentement. Le gestionnaire de l'immeuble a ouvert la porte avec une clé de service et est entré dans l'appartement. Rien d'inhabituel n'a attiré l'attention, sauf une bougie allumée. Il n'y avait aucun signe de lutte ou quelque chose de suspect qui pourrait alarmer la police. On aurait dit que Rachel était juste partie un moment et allait bientôt revenir. Finalement, les policiers ont quitté l'appartement et le gestionnaire de l'immeuble a fermé la porte. Bientôt, le petit ami de Rachel, Jonathan, a appris sa disparition, car ils avaient récemment célébré son anniversaire. Son patron l'a appelé, inquiet parce qu'elle ne s'était pas présentée au travail et qu'elle manquait à la maison. Le Jonathan inquiet a décidé de vérifier lui-même l'appartement. À son arrivée, il a constaté que Rachel n'était toujours pas là. Il a frappé insistance à la porte, a regardé par les fenêtres, mais sans succès. Cependant, sa voiture était sur le parking, bien qu'elle ne soit pas à sa place habituelle devant la maison, mais au coin de la rue. Cela semblait étrange, car dans de telles résidences, chaque résident a sa propre place de parking. La présence de la voiture indiquait cependant que Rachel ne pouvait pas être loin, ce qui ne faisait qu'augmenter l'inquiétude. À un moment donné, Jonathan a remarqué une voiture de patrouille qui passait et a attiré l'attention des policiers. Après avoir entendu son histoire, ils ont de nouveau appelé le gestionnaire de l'immeuble qui a ouvert la porte de l'appartement pour la deuxième fois ce jour-là. Jonathan s'est précipité immédiatement au deuxième étage, tandis que les policiers fouillaient le salon en bas. Soudain, son cri a retenti d'en haut, et les policiers ont couru à l'étage. Dans le placard de la chambre de Rachel, ils ont fait une découverte horrible. Des preuves étaient partiellement enveloppées dans une couverture, et autour du cou, il y avait un vêtement qui était attaché à la porte intérieure du placard. Les techniciens de scène de crime appelés sur place n'ont trouvé aucun signe d'effraction ou de lutte, à part le placard avec les preuves. L'appartement avait l'air normal. Seule la sacoche de Rachel sur le sol du salon a attiré l'attention de la police. À l'intérieur, ils ont trouvé un reçu d'un restaurant de fast-food, et sur la table dans la chambre de Rachel, il y avait de la nourriture non terminée de ce restaurant. Le reçu datait de la veille, 17h30. Compte tenu de cela, les enquêteurs ont suspecté que quelque chose avait pu se produire peu après son retour à la maison et son dîner. Les enquêteurs ont également découvert que de l'argent et des cartes bancaires manquaient, ce qui pourrait indiquer un vol par le coupable. En examinant de près la chambre, les techniciens de scène de crime ont découvert une grande tache rouge foncé sur la moquette à côté du lit de Rachel. Un examen plus approfondi du placard a révélé d'autres détails. Presque tous les vêtements manquaient et un câble était fermement attaché de la chambre au placard. De plus, les mains et les pieds étaient fixés avec du tissu. Des spécialistes en médecine légale ont conclu que ce qui s'était passé était le résultat d'actes délibérés et non d'un accident. Lors de l'examen de la scène du crime, les experts ont trouvé du matériel biologique pouvant appartenir au coupable. L'échantillon a été immédiatement envoyé pour une analyse ADN. Pendant qu'une équipe de spécialistes examinait soigneusement l'appartement et la voiture à la recherche de preuves supplémentaires,
une autre équipe interrogeait l'entourage proche de Rachel. Le frère de Rachel, arrivé à Columbus, a informé les enquêteurs des événements de la veille et a partagé ses pensées sur le coupable potentiel. Selon lui, Rachel avait mentionné peu avant l'incident le comportement étrange de Jonathan, le même ami qui l'avait trouvé. Elle avait raconté que Jonathan lui accordait trop d'attention lors d'une réunion avec des amis. Rachel soupçonnait qu'il avait pu développer des sentiments romantiques, ce qui semblait étrange compte tenu de son état civil. Elle avait même avoué à son frère qu'elle se sentait mal à l'aise en sa présence. Selon le frère, Rachel n'en avait plus parlé après cette conversation. De plus, quelques semaines plus tard, elle avait assisté à la fête d'anniversaire de Jonathan chez lui et sa femme. Le frère avait également mentionné que Rachel s'était plainte du comportement étrange de l'un de ses voisins, sans en préciser l'identité ni les raisons de son inquiétude. Les enquêteurs ont écouté la déclaration du frère et ont décidé de parler à Jonathan. Il a catégoriquement nié tout sentiment romantique pour Rachel et toute implication dans le crime. Jonathan a affirmé que la nuit de l'incident, il était chez lui avec sa femme, qui a confirmé son alibi. Malgré cela, les enquêteurs ne se sont pas précipités pour le libérer des soupçons. En plus des déclarations du frère de Rachel, ils étaient également préoccupés par le comportement de Jonathan à son arrivée dans l'appartement. En particulier, son mouvement rapide vers la chambre et le placard où se trouvait Rachel. Jonathan a expliqué cela par son désir d'aider et a dit qu'il n'avait pas immédiatement reconnu la situation. Les enquêteurs ont également interrogé l'ex-petite amie de Rachel, qui avait toujours une clé de son appartement. Mais le jour de l'incident, il était dans une autre ville. Enfin, la police a cherché d'autres indices et a soupçonné que le coupable pourrait avoir pris ses cartes bancaires. Ils ont contacté la banque de Rachel et ont demandé des informations sur les mouvements sur son compte. L'analyse des données a montré que le 28 janvier à 21h43, la carte a été utilisée pour retirer de l'argent à un distributeur automatique dans une épicerie. Selon les enquêteurs, Rachel ne pouvait pas y être personnellement à ce moment-là. Ils sont immédiatement allés au magasin et ont demandé les enregistrements des caméras de surveillance. Sur la vidéo, on voyait la voiture de Rachel arriver au magasin, mais au lieu d'elle, un homme est descendu du siège passager. Il a retiré de l'argent et est retourné à la voiture. La qualité de l'enregistrement permettait de reconnaître partiellement son visage, mais ce n'était pas suffisant pour l'identifier. Cependant, les enquêteurs ont remarqué un détail intéressant. Quelqu'un était assis sur le siège du conducteur, bien que la caméra n'ait capté que la main de cette personne. Ce même soir, la carte de Rachel a été utilisée dans plusieurs autres endroits, et chaque fois, l'homme inconnu descendait de sa voiture, allait aux distributeurs automatiques et revenait. Ce schéma s'est répété les jours suivants, et l'argent a été retiré dans différentes parties de la ville. Les enquêteurs ont décidé de commencer par l'épicerie. Ils ont montré aux vendeurs une photo du suspect qui avait retiré l'argent. À leur surprise, le vendeur connaissait non seulement l'homme, mais connaissait aussi son nom. C'était un sans-abri nommé Anthony, qui apparaissait fréquemment dans le parking du magasin. Comme il n'avait pas d'adresse fixe, les policiers ont décidé d'attendre sa prochaine apparition près du magasin. Ils ont demandé aux vendeurs de les informer dès qu'ils voyaient Anthony. Quelques jours plus tard, le 8 février, le vendeur a appelé et a informé que l'homme était apparu dans le parking. Les policiers l'ont immédiatement arrêté. Lorsque Anthony a été interrogé sur l'origine de la carte bancaire de Rachel, il a raconté une histoire inhabituelle. Selon lui, il était assis devant le magasin la nuit du 28 janvier lorsqu'un inconnu s'est approché de lui. L'homme a dit qu'il avait besoin d'aide et a expliqué qu'il venait de se séparer de sa petite amie qui essayait maintenant de prendre son argent. Il a demandé à Anthony de l'aider à retirer de l'argent avec sa carte, lui a donné le code PIN et a promis de lui payer une nuit dans un bon hôtel en récompense. Anthony a accepté, a pris la carte et est entré dans le magasin. L'inconnu lui a demandé de retirer 2000 $, mais le distributeur automatique n'a donné que 40. Ensuite,
l'homme a conduit Anthony à travers la ville, s'arrêtant à plusieurs distributeurs automatiques où il retirait de petites sommes d'argent. Finalement, ils ont réussi à obtenir environ 400 $, en plus d'acheter des cigarettes et d'autres articles bon marché. Ensuite, l'homme a déposé Anthony devant le magasin et est parti. Le sans-abri ne l'a jamais revu. Anthony insistait obstinément sur sa version des faits et les policiers, qui prenaient en compte toutes les circonstances, en conclurent qu'il pouvait dire la vérité. Les caméras de surveillance montraient que quelqu'un d'autre conduisait la voiture de Rachel, ce qui correspondait à l'histoire du vagabond. Anthony a également donné une description détaillée du suspect. Un homme d'origine africaine, de taille moyenne, avec une coupe de cheveux courte et un accent typique du Sud. Les enquêteurs ont poursuivi leur investigation et analysé les vidéos de surveillance des endroits où de l'argent avait été retiré de la carte de Rachel. Bientôt, leurs efforts ont porté leurs fruits. Sur l'une des vidéos des distributeurs automatiques, ils ont découvert un homme essayant de cacher son visage. Cependant, un autre détail a attiré l'attention des enquêteurs. Dans la voiture du suspect, il y avait une femme. Cette personne apparaissait également sur d'autres vidéos, parfois en compagnie de l'homme, parfois seule, et utilisant toujours la carte de Rachel. Étant donné que le vagabond n'a retiré de l'argent que le 28, mais que les transactions ont continué les jours suivants, les enquêteurs ont conclu que le coupable utilisait probablement la carte avec une amie ou une connaissance. Les policiers ont pu obtenir des images claires du visage de cette femme et établir son identité. Quelqu'un l'a reconnue comme Debra Barden. Après avoir découvert l'adresse de Debra, les enquêteurs se sont rendus chez elle pour lui parler. Lorsque la femme a été confrontée aux preuves qu'elle avait utilisé la carte bancaire dans ce délit complexe, elle a immédiatement commencé à parler. Debra a affirmé que son frère lui avait donné la carte et lui avait dit qu'elle appartenait à sa petite amie. C'est pourquoi la sœur n'a vu aucun mal à l'utiliser. Il s'est également avéré que Debra était la propriétaire de la voiture vue sur les caméras de surveillance avec le suspect à l'intérieur. Son frère était Anthony Pardon, âgé de 54 ans. Lorsque les policiers ont vérifié ce nom, une sombre histoire de passé criminel s'est déroulée devant eux. Anthony avait commencé à commettre des crimes graves alors qu'il était adolescent. À 14 ans, il a été emprisonné pour la première fois pour un délit grave. Malgré la gravité du délit, il a été rapidement libéré et placé dans une famille d'accueil. Mais 1 an plus tard, il a de nouveau enfreint la loi, recevant cette fois une peine symbolique et a été libéré après seulement 1 an. Presque immédiatement après sa libération, à 16 ans, Anthony a repris une carrière criminelle. Peu de temps après, il a été arrêté et le jeune homme a été condamné à 25 ans de prison. Lorsqu'il a été libéré en 2006, il a essayé de trouver un emploi avec de faux papiers, mais la fraude a été rapidement découverte. Compte tenu de son passé criminel, Anthony a été condamné à 9 ans de prison. Après quoi, le juge lui a imposé une peine additionnelle de 20 ans de probation. Initialement, il était prévu de poser à Anthony un bracelet électronique. Mais les autorités ont décidé de ne pas le faire en raison des coûts élevés de la surveillance de l'homme pendant 2 décennies. En août 2017, quelques mois avant l'incident avec Rachel, Anthony a été arrêté pour avoir sollicité les services d'une travailleuse du sexe. Bien que cela enfreignait les conditions de sa probation et aurait dû entraîner une peine de prison, il a été libéré pour une raison quelconque. Un jour avant l'incident, un agent de police l'a arrêté et a découvert qu'Anthony conduisait sans permis. Des objets suspects ont également été trouvés en sa possession. Mais cette fois encore, l'agent a décidé de ne pas l'arrêter. Les enquêteurs ont également découvert que l'échantillon d'ADN d'Anthony manquait dans la base de données du FBI, bien qu'il ait été conservé au laboratoire depuis son dernière arrestation. Les experts l'ont récupéré et l'ont comparé aux échantillons trouvés sur les lieux du crime et à la maison de Rachel. Tous correspondaient. Après avoir reçu ces informations,
Les enquêteurs ont organisé la surveillance de la maison de sa sœur. Dès qu'Anthony est apparu, il a été immédiatement arrêté. Lors de l'interrogatoire, l'homme a nié son implication. Mais les preuves contre lui se sont accumulées. Il s'est avéré que sa petite amie vivait dans le même complexe que Rachel, et leurs fenêtres étaient presque en face. Anthony rendait souvent visite à sa petite amie et avait pu voir Rachel plusieurs fois. Les données de localisation de son téléphone montraient qu'il se trouvait près de l'appartement de Rachel la nuit de l'incident et également près des endroits où de l'argent liquide a été retiré de sa carte. Après avoir recueilli suffisamment de preuves, les enquêteurs ont transmis l'affaire au tribunal. Pendant qu'Anthony attendait son procès en détention provisoire, il a écrit une lettre à une station de radio locale dans laquelle il soulignait son innocence et expliquait qu'on essayait de lui imputer l'incident en raison de ses infractions passées. L'homme a également tenté de retarder le début du procès. Lorsqu'il devait être conduit à une audience préliminaire, il a refusé de quitter la cellule et s'est agrippé au barreau. Quelques jours avant le procès, il a refusé les services de ses avocats et a déclaré qu'il se défendrait lui-même. Cependant, il a ensuite changé d'avis et a repris les défenseurs. Finalement, le procès a commencé le 4 février 2012. Selon l'accusation, les événements se sont déroulés comme suit. Anthony est entré dans la maison de Rachel en profitant du fait qu'elle avait temporairement laissé la porte déverrouillée lorsqu'elle est allée chercher la clé chez des amis. Cela explique l'absence de traces d'effraction. À l'intérieur, il s'est caché et a attendu. Lorsque Rachel est revenue, elle a commencé à manger la restauration rapide qu'elle avait achetée. Les restes de nourriture indiquaient que l'agresseur avait attendu un certain temps. À un moment donné, il est sorti de sa cachette et a commencé ses actions. Ensuite, il l'a forcé à révéler le code PIN de sa carte bancaire, ce qui a conduit la situation à devenir incontrôlable et à des conséquences tragiques. Ensuite, l'agresseur a pris les clés de voiture de Rachel, est allé dans un magasin et a demandé à un sans-abri de retirer de l'argent de la carte. Quelques heures plus tard, il est retourné au complexe résidentiel, a garé la voiture de Rachel à un autre endroit et est allé voir sa petite amie. La défense a tenté de contester les preuves en faisant valoir que la présence de l'ADN de l'accusé dans l'appartement de Rachel et l'utilisation de sa carte bancaire ne prouvent pas qu'il a commis le crime. Cependant, ces arguments n'ont pas convaincu les jurés. Lorsqu'il est devenu clair que leur client risquait une peine sévère, les avocats ont commencé à parler de la difficile enfance d'Anthony. Ils ont mentionné les arrestations fréquentes de sa mère, la pression de son père, les changements fréquents de famille d'accueil et les retours périodiques auprès de sa mère après sa libération. La défense a également mentionné les expériences désagréables d'Anthony en prison et un éventuel traumatisme crânien confirmé par un psychologue. Dans sa plaidoirie finale, Anthony a répété les arguments de la défense sur son passé difficile et ses accusations contre le système judiciaire, sans montrer le moindre regret pour ses actes et sans mentionner le nom de Rachel. À la fin, le tribunal a déclaré Anthony coupable et l'a condamné à 2 peines de réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle plus 60 ans supplémentaires en tenant compte de son passé criminel et de la gravité du crime contre Rachel. Les proches de Rachel étaient mécontents du rejet de l'accusation initiale du procureur, mais ont trouvé du réconfort dans le fait que l'agresseur ne serait plus en mesure de faire du mal à quiconque. En mémoire de Rachel, son université a créé une bourse en son nom, qui a depuis été attribuée à des centaines d'étudiants.